Rachel Kahn, Oui, François de Rugy, Joseph Massescaron, Louis Dragnel, Gauthier Lebray sur CNews et Europe 1 pour la suite de nos décryptages, de nos débats sur Punchline, pardonnez-moi, et la commission d'enquête donc sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public qui s'est poursuivi aujourd'hui. Les deux stars du 20h, je le disais, étaient face aux députés. Ce matin, Léa Salamé a été auditionnée, puis c'était au tour de Laurent Delahousse. Pour la ministre de la Culture, Rachida Dati, ce sera jeudi, d'ailleurs, notez-le. Que retenir donc des deux auditions du jour? Augustin Donadieu sur place à l'Assemblée. France Télévisions ne vit pas sur un autre monde. C'est par ces mots que Laurent Delahousse a ouvert son audition devant la commission d'enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de France Télévisions. Charles Aloncle qui a posé pas mal de questions sur les questions budgétaires, les questions financières du groupe, notamment en demandant à Laurent Delahousse pourquoi est-ce que les journaux de France 2 faisaient des audiences moindres que leurs principal concurrent, alors que leur budget est quasiment 2 fois supérieur à plus de 200 millions d'euros, ce à quoi Laurent Delahousse a répondu que leur travail est de proposer un journal différent. Une audition, vous l'avez compris, largement portée sur les questions budgétaires et financières qui ne sont pas une priorité pour les dirigeants de France 2, mais bel et bien une préoccupation, ce sont leurs mots. Une audition qui s'est passée dans le calme, comparée à celle de ce matin avec Léa Salamé, où quelques moments de tension ont émaillé cette audition, notamment lorsque le député France Insoumise, Aurélien Saint-Toul, a interpellé Léa Salamé en critiquant, il faut le dire, ses interviews avec Bernard Arnault, Carlos Ghosn, qualifiant ses interviews, je cite, de lamentables. Elle a également parlé de Léa Salamé à la 3e personne, alors qu'elle se trouvait juste en face de lui. C'est à ce moment-là que le président de la commission l'a rappelé à l'ordre et lui a demandé de respecter son interlocutrice. Le député France Insoumise a donc quitté immédiatement la salle et Léa Salamé a répondu à sa question en son absence. Léa Salamé qui a aussi précisé si son compagnon se présentait à l'élection présidentielle, Raphaël Glucksmann, eurodéputé Place Publique, Léa Salamé quitterait immédiatement son poste aux 20h de France 2. Il faut savoir que durant la semaine du 9 février prochain, le directeur des ressources humaines et le directeur de France Télévisions passeront devant les parlementaires dans cette même commission. Voilà pour les auditions du jour. Louis Dragnel, je me pose une question à l'aune de ce que j'ai pu entendre, notamment de Léa Salamé et de Laurent Delahousse aujourd'hui, mais plus globalement sur les 3 mois qui viennent de s'écouler. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui est sorti? Quelles responsabilités ont été mises en avant? Quels dysfonctionnements ont été mis en avant? Alors, par le rapporteur Charles Aloncle, beaucoup de fonctionnement. Qu'est-ce qui ressort des entretiens, des interrogatoires? Il y a quand même un certain nombre de questions qui ont été posées. Oui, je parle des réponses. Notamment sur les contrats avec les producteurs à France Télévisions, il y a quand même un vrai sujet. Oui, mais est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que ces gens-là ont répondu clairement? Pour l'instant, non, pas suffisamment. Si vous écoutez Charles Aloncle, à chaque fois, il demande des documents. On lui promet l'envoi de documents qui n'arrivent jamais. Donc, j'ose espérer qu'il obtiendra toutes les réponses avant la production de son rapport. Et de toute façon, il a la possibilité, s'il n'obtient pas les réponses qu'il veut, de venir sur place à France Télévisions avec un avec un huissier, de saisir un certain nombre de documents. J'imagine que France Télévisions va tout faire pour éviter, la gabegie financière, éviter ce genre d'image qui serait catastrophique pour l'audiovisuel public. La gabegie financière, les coûts exorbitants, mirobolants de certains programmes, les surfacturations de certaines productions, etc., qui sont mises sur le tapis en effet par les députés, par le rapporteur. Nous n'avons aucune réponse. Et encore aujourd'hui, je n'ai rien appris sur le fonctionnement du service public. Il n'y a pas une réponse, mais comme l'a dit Louis, il y a tout un système quand même qui progressivement est en train d'être mis à jour. C'est-à-dire qu'il parlait des boîtes de prod, c'est-à-dire le fait que des personnes qui occupent des places importantes au sein de France Télévisions quittent à un moment donné ces places importantes pour se retrouver dans ces boîtes de prod. Il y a tout un système, un circuit fermé qui est en place et ça c'est un problème. Accessoirement d'ailleurs, il y a un point peut-être que je n'ai pas entendu mais qui serait intéressant, c'est de savoir l'utilisation des intermittents du spectacle dans ce système. Parce que beaucoup... Si, avec ça. Oui, mais c'est très important. Parce que là aussi, il s'agit de l'argent public. Il s'agit aussi de déficits importants. Il y a des intermittents du spectacle, il y a beaucoup de boîtes de prod qui ne vivent qu'en se servant, en utilisant et même en dévoyant le système d'intermittents du spectacle également. Donc en effet, il y a toute une partie financière et que, on attend maintenant un résultat. Non, ce qui m'a frappé, ce que ça nous apprend, c'est que ces personnes considèrent qu'elles n'ont de compte à rendre à personne. C'est ça. Et ça, c'est ça. Pardonnez-moi, dans toutes les réponses,
c'est quelque chose, sauf quelques-uns, notamment Léa Salamé, mais ça, c'est quelque chose qui suintait. On a cette petite infographie qu'on va vous montrer dans un instant pour montrer un petit peu comment sont répartis les postes au sein du service public de France Télévisions, de l'audiovisuel public d'une manière générale. On sait que le budget est de 4 milliards d'euros. Aucune entreprise, François de Rugy, aucune entreprise privée au monde ne pourrait se permettre autant de dérapages budgétaires. Vous avez, je crois, et on va avoir plus de détails, il y a 6 PDG au sein de l'audiovisuel public, 6 conseils d'administration, 6... je ne sais plus ce que c'est d'autres. Enfin bon, vous allez le voir affiché, des effectifs pléthoriques. En fait, on est incapable de 6 directions générales. Voilà, c'est ça qui me manquait. On est incapable de rationaliser l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, pour moi, c'est l'histoire de la dérive budgétaire. Parce que, en fait, si vous regardez sur plein de gouvernements, on a créé des chaînes supplémentaires. Donc, évidemment, au bout d'un moment, il y a une dérive budgétaire. Alors après, on se dit, on va mettre tout le monde dans la même organisation. Et en fait, ça coûte plus cher. Parce que comme France 2 avait, par exemple, un certain nombre d'avantages et France 3 en avait d'autres, quand on les a réunis, il a fallu accorder aux journalistes de France 3 les avantages de France 2 et vice-versa. Et ça, c'est des témoignages de gens qui travaillent à France Télévisions qui vous le disent. Et donc, ça augmente toujours. Et puis, c'est aussi pour moi l'histoire de la dérive. J'ai envie de dire d'ailleurs de la dérive de la gauche, parce que on sait que, à une époque, on disait journaliste de gauche, c'est un pléonasme. Et alors, à France Télévisions, je crois que ça l'est encore plus qu'ailleurs. Et en fait, on voit que, je pense qu'ils s'en rendent même pas compte qu'il y a cette espèce de propagande. Alors certains diraient soft, moi je eux même plus dans la vérité. Alors justement, très intéressant. Je me permets de vous interrompre. Qui se déroule à longueur d'émission, et pour moi c'est pas Laurent Delahousse et Léa Salamé qu'il faut auditionner. Oui. Ça sert à rien. Non mais Laurent Delahousse, c'est 20 ans d'ancienneté, je crois. C'est 20 ans d'ancienneté au JT, donc il a quand même un regard sur le fonctionnement de France Télévisions. Alors écoutez-le juste aujourd'hui sur justement la neutralité. Oui, en effet, mais pas seulement. Sur la neutralité, l'impartialité du service public. Écoutez Laurent Delahousse cet après-midi. Pourquoi est-ce que votre JT, et je dis vous, mais c'est aussi celui en son temps de Madame Lapix, de Monsieur Bugier, intéresse-t-il proportionnellement à leur poids électoral 4 fois plus les électeurs socialistes que les électeurs du Rassemblement national ? Très compliqué d'analyser la sociologie d'un journal avec ses chiffres. En tout cas, la vocation du service public et du journal de 20 heures, son socle, le socle de la rédaction de France Télévisions, et c'est l'impartialité. Notre taux de confiance auprès des Français est de 73%, soit 17 points de plus que nos concurrents. 80% des Français nous regardent toutes les semaines. Aucun courant politique n'est boycotté dans les formats que j'incarne. Et bien sûr, encore moins, bien évidemment, sur le plateau du journal. On publie, comme on vous l'a dit, toutes les listes d'invités. Donc voilà, j'entends ce que vous dites, mais il m'arrive, je reconnais assez peu d'étudier la sociologie des gens qui regardent le journal de 20 heures de France 2. Gauthier, neutralité, pas de problème au service public, dans le service public. Non, mais après, il parle pour ses plateaux à lui, pour son 20 heures à lui, donc c'est vrai que c'est un peu biaisé. Ouais. C'est pas Laurent Delahousse qui est une entre-gauchiste. Enfin, c'est pas son 20h, ni 20h30 le dimanche où il reçoit des artistes qui est pointé du doigt. On n'est pas sur France Inter, on n'est pas dans complément d'enquête ou que sais-je, cache investigation. On choisit bien sur qui on enquête, qui on va cibler, etc. Laurent Delahousse n'est pas Élise Lucet ou France Inter. Léa Salamé, pareil. Le seul sujet sur Léa Salamé, et c'était d'ailleurs un moment tendu de l'entretien, c'est évidemment son compagnon Raphaël Glucksmann. Que ferait-elle si il est candidat à l'élection présidentielle? Et elle a dit je me mettrai illico en retrait. Par contre, mais après, ça c'est une question individuelle qui n'est pas inhérente forcément au service public. Que vous soyez sur le public ou sur le privé, quand vous êtes à la tête d'une messe comme celle du 20h, forcément que la question se pose. Mais maintenant, je vais répéter la question de Charles Aloncle. Oui. Serait-ce, si c'était la compagne de Jordan Bardella, est-ce que ça serait possible? Oui, je crois que c'est Caroline Parmentier qui a posé cette question. Et Charles Aloncle d'abord. Et Caroline Parmentier, députée RN, est revenue à la charge ensuite. Est-ce que ça serait possible que la compagne de Jordan Bardella anime le 20h en dehors de période électorale? Même de Bruno Retailleau, je vais même vous dire, même d'Édouard Philippe, ça serait pas possible. Même d'Édouard Philippe, ça serait pas possible. Parce que ça serait déjà trop à droite pour le service public. Donc évidemment, si... Rappelez-vous Béatrice Schoenberg. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est vrai. Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo était simple ministre. Oui, bien sûr. Même Anne Sinclair. Mais elle s'est retirée. Béatrice Schoenberg s'était retirée, je crois, à l'époque. Oui. Simple ministre. Oui, non, mais quand vous êtes ministre, forcément, si Raphaël Glucksmann était ministre... en campagne. Oui, mais même ministre, vous êtes en permanence dans l'actualité, vous êtes en permanence dans des sujets politiques. Donc déjà, ministre, c'est pas... Là, il est élu aussi en permanence député européen.
les députés médias, européens, bien sûr, vous avez raison, il y a des députés européens. Et puis il est en campagne permanente, Raphaël Glucksmann. Ce que je voulais dire, ça serait impossible si c'était pas un homme de gauche. Souvenez-vous Jean-François Aquili, qui est viré, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il a été viré de France Info simplement parce qu'il avait envisagé de faire un livre d'entretien avec Jordan Bardella. Il avait été sollicité pour éventuellement participer à un livre avec Jordan Bardella, qui ne s'était pas fait d'ailleurs. Et il a été viré. Il y a l'affaire Le Grand Cohen qui a été également traitée pendant cette commission, l'affaire Le Grand Cohen de Rachida Dati. Léa Salamé qui répond sur cette question. Ça m'a choqué à un double titre. Ça m'a choqué que des journalistes soient entendus et ça m'a choqué que ça n'émeuve pas plus de monde. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Quant au fond, j'ai pas à commenter ce qui s'est dit ou ce qu'ils ont dit. Je me prononce sur mon travail et je commente pas ce que les propos de mes collègues, encore plus quand c'est des propos rapportés. Et le troisième titre, vous n'avez pas été choqué par les propos de Thomas Legrand qui explique « Avec Patrick Cohen, Dati, on s'en occupe », faisant probablement référence à la campagne qui allait s'annoncer. Ça ne vous a pas choqué ? Je commente pas les propos rapportés par mes collègues. Je commente ce que moi je dis, moi je fais. Dans les intervieweurs, il y a deux catégories. Il y a ceux qui acceptent les cafés, les déjeuners, etc. Et il y a ceux qui ne veulent pas. Moi, je suis de celles qui n'acceptent pas. Je préfère mettre de la distance. Voilà. Ah bah oui, c'est sûr que c'est plus facile de ne pas commenter le fond. Ça évite les problèmes. Rachel Kahn. Surtout que là, un peu facile la réponse de Léa. Oui, parce que de toute façon, les journalistes ont vocation à déjeuner ou rencontrer des politiques. Là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est... Elle partage l'avis d'un politique. Donc oui, je veux bien qu'elle prenne pas de café avec. Certes, mais pas, Monsieur Lebray. J'ai vraiment hâte d'entendre Rachida Dati lors de cette commission, puisqu'elle sera jeudi, que des journalistes du service public orchestrent quelque chose pour une candidate, c'est problématique. Moi, le sujet aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, c'est même pas une question de neutralité du service public, c'est une question de pluralité. Et que les informations et que les personnes politiques soient traitées de manière juste. Ça n'est pas le cas dans le service public. On le sait très bien. Dernier mot, Joseph Massescaron. Non, il y a aussi personne, je crois qu'il n'a pas été entendu, Monsieur Sidbon Gomez, encore. S'il a été entendu. Il a été entendu. Ah oui, il a été entendu. Parce que ce qui me frappe, en fait, c'est pas simplement la ligne éditoriale, c'est également l'endogamie d'une partie de la direction de France Télévisions avec le pouvoir politique, globalement. Et ça, M. Sidbon Gomez le représente, comme d'ailleurs le représente un certain nombre de personnes. Vous savez, quand vous avez un directeur des relations extérieures qui se trouve adjoint au maire de la ville de Paris, M. Ngacha, et qui accompagne Hidalgo dans sa campagne, qui évidemment s'est révélé un échec pour s'occuper des réfugiés, enfin en gros dans le monde, c'est ça, voilà. OCR, voilà. Et évidemment cette personne est toujours directeur de la rédaction, directeur dans la direction chargé des relations extérieures de France Télévisions. Et ça, il y a ce cas-là, et il y en a d'autres. Et je rappelle qu'on a refusé de donner le salaire de ce monsieur Ngacha. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, les Français veulent juste savoir où va leur argent, qui en profite. Et je suis très dubitatif sur ce qui se passe depuis 3 mois, sur le rapport qui pourrait être rendu. Je ne sais pas pour combien de temps on en a encore de cette commission-là. Il y a encore beaucoup d'auditions. Encore plusieurs semaines. Oui, plusieurs semaines. Ça peut durer 6 mois maximum. Je ne vois pas quel genre de responsabilités vont sortir et quel genre de conséquences pourront être tirées de la part d'un service public qui est juste intouchable. Mais ça dépend aussi de la combativité, de la pugnacité du rapporteur. On voit bien. Le rapporteur, il est cloué au pilori par toute la gauche. Oui, donc, mais on voit bien qu'il est en tout cas très déterminé. Et s'il ne peut pas rendre son rapport tel qu'il aimerait le faire, il le dira. Il dira, on m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai été entravé. Je peux pas, j'ai pas la possibilité de faire le rapport que je voulais faire. Ça fera un très bon livre noir et un bon succès d'édition. Ouais. Et rendez-vous dans 6 mois pour ce rapport que l'on attend.